Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui à Lyon pour découvrir le Goncourt des lycéens, la rencontre avec les auteurs, avec le lycée Claude Fourier. Et si vous vous demandez ce que c'est, eh bien on va aller le demander tout de suite. Là dans le bus Ouais. Parce qu'aujourd'hui on va rencontrer les auteurs du Goncourt lycéen et on va leur poser des questions par rapport à leurs livres, etc. Et d'ici je crois quelques semaines on va aller voter. Voilà. Ça c'est un des livres qu'il fallait lire, c'est ça? Ouais, Il y en avait combien? il y en avait 14. 14 livres. Ouais. Et vous avez à lire tout ça depuis quand? Je dirais début septembre. Et là on est Le 11 octobre. Ça fait beaucoup de livres. On est d'accord. Ça va. Ouais. Pourquoi t'es ici? Franchement, on m'a imposé les choses, quoi. Il y a mes amies, elles me disent vas-y, viens, on va à Lyon et tout. On prend le bus, je fais allez, girl, on y va, quoi. On va faire les boutiques, nanani, nanana. Et puis du coup, voilà, je les ai suivis. Non, c'est... Et vous dire aussi que personnellement, je suis très intéressé par ce prix Goncourt des lycéens parce que je trouve qu'il a une naïveté et une innocence remarquable et qu'il est en dehors de tout aspect mercantile, avec un jury qui est complètement impartial. Et je sais qu'il est très attendu et très écouté, ce prix Goncourt des lycéens. Donc je vous souhaite, je ne serai pas plus long, je vous souhaite vraiment une très bonne rencontre avec les auteurs et c'est une chance. Moi, je dis souvent qu'un livre, c'est aussi le fruit de nos peurs, de nos angoisses, c'est un questionnement. Et sans doute, en fait, mes personnages, ils ont ces blessures parce que ce sont des blessures contemporaines, c'est des choses qu'on voit autour de soi, des chagrins d'amour, une très forte pression sociale que subissent les personnages, le personnage du père, mais aussi le personnage d'Alexandre, les grands drames. Et c'est vrai que peu à peu, les personnages se construisent, mais on n'a jamais toutes les cartes en main quand on travaille. On avance dans le noir complet. Parfois, on a vaguement une langue, une musicalité en tête, un sujet, ça peut arriver aussi. Et puis, peu à peu, les personnages se dessinent avec leurs forces, leurs failles. Mais il y a vraiment une très grande part d'inconscient et parfois on est soi-même étonné de ce que l'on a pu produire, à la fois comme beau personnage mais aussi comme violence en fait. Qu'est-ce que la littérature apporte justement? Comme on dit tout à l'heure, Sébastien a parlé de zones d'ombre, hein, donc il y a la lumière qui balise, les historiens ou la presse nous montrent justement des groupes comme ça, il y a un vocable générique, les migrants. Donc, c'est-à-dire, on associe, on met tout le monde dedans. Et moi, ce que je voulais apporter, c'était de montrer des visages humains et de donner des noms et de montrer une histoire, de dire que ces femmes-là, elles avaient une vie avant. Et je suis parti pour chacun des personnages de la vie d'avant et de montrer qu'elles avaient des rêves. Shoshana voulait devenir avocate et rester dans son pays. Et Sema voulait devenir institutrice. Dima, c'était une femme très aisée qui vivait dans sa ville d'Alep, qui n'avait absolument aucune raison de partir. Donc, c'est-à-dire montrer des gens avec un visage et que chaque lectrice ou chaque lecteur se dise à un moment donné, tiens, ça pourrait être une cousine, ça pourrait être une amie, ça pourrait être quelqu'un que je connais, une conjointe, et ainsi de suite. Donc, c'est-à-dire que aller là où les dépêches où la presse, comment dire, ne va pas, même si je me suis énormément documenté. Et je pense que si le roman, qui est pour moi l'espace de discussion et de débat par excellence, parce que le roman c'est aussi le lieu du questionnement, donc si on peut soulever des questions de société avec les romans,
pour moi, c'est un défi qui est important à relever. En tout cas, c'est pour ça que j'écris. C'est vraiment pour répondre à mes propres questionnements, à mes propres peurs, pour moi, pour mes enfants, et parfois aussi, encore une fois, à des choses qui me sont arrivées. C'est-à-dire que je pense effectivement qu'on n'écrit pas impunément sans raison. Et d'ailleurs, je voudrais vous encourager tous à assister à des procès, au moins un dans votre vie, parce que c'est une expérience humaine passionnante. C'est-à-dire que vous êtes confrontés à la réalité, au dysfonctionnement aussi de la société, qu'est-ce qui ne va pas dans notre société. Tout est dévoilé au palais de justice. Et donc au départ, j'y suis allée en me disant, je vais essayer de comprendre cette mécanique, parce que j'avais choisi le point de vue de l'accusé dans mon livre. Et pour avoir des témoignages d'accusés, d'abord j'ai cherché, est-ce qu'il y avait eu des livres, il n'y en avait pas, est-ce qu'il y avait des témoignages sur Internet, il n'y en avait pas. C'était finalement une parole qui était taboue, celle de l'accusé. Et au palais de justice, elle se révèle un peu. Alors elle peut être une parole de mensonge aussi, mais il y a toujours une vérité humaine qui se dévoile à l'audience. Et donc j'ai commencé à assister à 1, puis 2, puis 3, et en fait j'étais tellement passionnée que j'ai fini par passer mes journées au palais de justice. Et en fait, en allant assister à des procès, donc ça m'a été très utile pour le roman, parce que ça m'a permis, je crois, de raconter la complexité de ces situations. Mais en fait, tu en apprends beaucoup plus aussi sur la nature humaine, sur la condition humaine, sur les fragilités des êtres. Parfois, tu as la confrontation, comme dans mon roman, de gens qui viennent de classes sociales complètement opposées, des victimes qui viennent de milieux très très simples, qui n'ont pas le langage, qui ne savent pas se défendre, et puis d'autres parties qui viennent de mondes sociaux beaucoup plus riches, beaucoup plus importants, beaucoup plus influents, et qui se sentent en position de force. Et ça, c'est très intéressant à comprendre là-bas, parce que ça raconte aussi la société d'aujourd'hui. Ça raconte nos dysfonctionnements, nos faiblesses. Et donc ça a été au cœur de mon processus d'écriture. Quand on plaide devant des tribunaux, devant des cours d'assises, il y a quelque chose de frustrant à voir cette parole s'échapper, à ne pas la maîtriser, à pas avoir à devoir la délivrer dans l'urgence sans pouvoir maîtriser sa forme complètement, et à devoir aussi parfois renoncer à la nuance, parce que d'abord cette langue elle est au service d'autre chose qu'elle-même, elle est au service de la défense d'une personne, donc elle n'est qu'un outil. Alors que moi, la manière dont je conçois le roman, c'est que la langue elle est au service quasiment d'elle-même, en fait. C'est que la langue elle est l'outil, mais elle est aussi la finalité, et quand je plaidais, eh bien, il y avait parfois aussi cette obligation, parce qu'il faut faire court, parce qu'il faut convaincre, etc., je ne vais pas dire de la prostituer, mais un peu quand même, enfin, de parfois trahir ce que l'on ressent réellement, de devoir présenter de façon simple des choses qui ne le sont pas. Et le roman, pour ça, permet une vérité, en fait, je trouve, qui est très satisfaisante. De dire ces mots, qui ne devraient peut-être pas être dits dans un livre, mais parce qu'ils peuvent être aussi réjouissants et participent, je trouve, à la richesse de notre langue. Après, la grossièreté, je pense à certains passages de mon livre, elle peut être triste aussi, elle peut être vulgaire. Et il y a des passages certainement vulgaires, mais parce que je parle d'un sujet cru, que la souffrance, parfois, elle doit être exprimée avec une forme de violence, et que j'espère qu'elle est... En tout cas, j'ai pas voulu étaler une violence gratuite pour choquer à peu de frais. C'était pas mon intention d'auteur. C'était vraiment plutôt de l'utiliser lorsqu'elle était nécessaire pour traduire aussi le marasme intérieur de cette jeune fille. En fait, c'est peut-être ce que j'ai découvert moi-même, c'est-à-dire l'extrême vulnérabilité des êtres. On a tendance à penser que les autres sont beaucoup plus forts que nous, sont plus aguerris, et en réalité, en travaillant sur ces sujets, et on se rend compte à quel point tous, quels que soient les univers sociaux dont ils viennent, sont fragilisés par les épreuves de la vie. Et là aussi, c'est ce que j'ai voulu raconter dans le livre, c'est que
on ne les perçoit pas de la même façon, les épreuves. C'est-à-dire qu'une personne va être totalement détruite, et peut-être même à tout jamais, par un chagrin d'amour. Une autre va rebondir après un deuil. On n'a pas le même curseur face aux épreuves, mais on est tous extrêmement vulnérables face à l'expérience de la vie. Et c'est vrai que moi, quand j'avais votre âge, mais quand j'étais plus jeune, les livres étaient pour moi une source d'apprentissage, aussi de consolation parfois dans certaines épreuves de la vie. Et j'y trouvais finalement des questionnements, pas forcément des réponses, mais en tout cas j'avais le sentiment que des auteurs avaient les mêmes préoccupations que moi. Et ce qui ressortait quand même de toutes mes lectures, quelles que soient les auteurs et les univers que je découvrais, c'était encore l'extrême fragilité de la condition humaine. Alors écrire sur le deuil, c'est au contraire quelque chose, une action par laquelle on trouve de la consolation, puisqu'en fait quand survient la mort, le principe de la mort c'est qu'il n'y a plus rien à ajouter. Qu'est-ce qu'on peut bien dire? Quelqu'un est mort, il n'y a plus rien à dire, il est mort. Voilà. Et donc c'est cette fin du langage qui est terrible dans ce moment de deuil, cette fin de cet endroit où les mots ne suffisent plus, où ils sont insuffisants à décrire. Et donc décrire le deuil, élaborer le deuil par l'écriture, c'est redonner des contours au monde, redonner des contours à la vie, pouvoir recommencer à se raconter des histoires. C'est-à-dire, les histoires, c'est ce qui nous permet de vivre. On se raconte une histoire, on se raconte qu'on va devenir astronaute, on se raconte qu'on va devenir écrivain, on se raconte qu'on aura son bac avec mention très bien. On se raconte des trucs, c'est ça qui nous fait avancer. Et au moment de la mort, tout d'un coup, ces histoires-là n'existent plus. Donc, écrire, ça permet de les retrouver, de retrouver un chemin, un fil. C'est un apaisement pour moi de revenir sur toutes ces émotions contrastées qu'on ressent à ce moment-là et de prendre le temps de les développer pour justement être dans une forme de résistance par rapport à cette productivité, cette façon d'aller vite. Et c'est aussi une négation de la souffrance. Souvent on souffre et puis on n'a pas le droit, en fait, il faut qu'on se dépêche de continuer à vivre, en fait. Très tôt en général, 5 heures par là, et j'écris pendant 1h30, 2 heures parfois, mais vraiment absolument tous les jours. Et en plus de ce rituel-là, j'écris à la main, donc j'ai un stylo plume avec lequel j'écris depuis 30 ans, qui est extrêmement fin. J'écris de plus en plus petit depuis 30 ans. Donc, quand j'étais jeune, mes livres, disons un livre de 200 pages, ça faisait une trentaine de pages peut-être. Le dernier livre très gros que j'ai publié, qui fait à peu près 600 pages, c'est une vingtaine de pages manuscrites. Donc c'est vraiment, quand je prends une feuille, je la remplis absolument, ça devient une espèce de conglomérat tout noir de mots rayés dans tous les sens, mais vraiment une écriture absolument minuscule. Et donc mon rituel est tellement grand, je veux dire que je le fais toujours à la même heure, de la même manière, et je finis par aimer mes pages comme si c'était des tableaux. Voilà, je ne vais pas vous montrer mon écriture manuscrite parce que vous allez tous partir au courant et on a rencontré un grand fou, il faut l'enfermer. Mais oui, j'ai des rituels extrêmement précis. Si tu veux écrire, finalement, on est dans une école d'art. La littérature, c'est de l'art aussi, donc pourquoi pas. Et donc j'ai passé mon diplôme avec un texte qui est devenu mon premier roman à la sortie de l'école. Tout ça pour expliquer un petit peu le processus, mais c'est vrai que j'ai toujours continué à faire de la photo, mais en accompagnement de l'écriture. Et du coup, je trouvais que ça fonctionnait mieux pour moi parce que j'arrivais à la fois à avoir l'image et puis à aller chercher avec l'écriture tout ce que l'image ne pouvait pas dire, ou en tout cas tout ce que moi, je n'arrivais pas à dire avec des images. Donc la photo, pour moi, c'est une source de fascination et d'inspiration. Ça part très souvent d'images. Mes textes partent très souvent d'une image ou d'une rencontre entre une image et un lieu. Mais c'est vrai que moi, ce qui m'intéresse, c'est aussi de montrer toutes les facettes d'un lieu ou d'un personnage ou d'une histoire. Et j'arrive mieux à le faire avec l'écriture. Mais ça dialogue vraiment, les deux dialoguent ensemble. Non, il ne faut pas fermer. Un roman, la fin d'une histoire, c'est pas la fin de l'histoire, à mes yeux. Jugement personnel, attention.
Ça, chacun son opinion là-dessus. La fin de mon roman, c'est la fin d'un épisode, mais tout peut se produire encore derrière. Vous pouvez imaginer des suites. Quand j'avais écrit mon premier roman il y a 2 ans et que je faisais des rencontres avec les lycéens, certains me donnaient des dessins, ils me racontaient la suite. J'ai envie de raconter la suite de votre roman. Et ça, je trouvais ça très touchant et c'était bien, c'était gagné. Voilà, on peut continuer l'histoire. J'ai trop envie de faire la SMR, monsieur. Scratching. Pas cramer non plus. Attends, on va faire du tapping. Ma grand-mère trouvait que c'était bizarre qu'il n'y avait pas de livres de fantastique et qu'il y avait beaucoup de livres sur des sujets qu'on parle maintenant, que pas des livres de fiction comme avant. Et alors qu'est-ce que ça t'a donné envie de lire d'autres livres? Certains, ouais. Notamment Le ciel porte une toit. C'est bien aussi de s'évader, de ne pas toujours avoir des choses trop réalistes. Ça permet d'imaginer, d'avoir une plus grande imagination.